Pour les Canadiens, The Media Leader a décidé de poser ses valises au bord de la piscine du M-Gallery pour recevoir l'ensemble des acteurs du marché tout au long de cette semaine. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierrick Dutoit, qui est patron France de Meta. Bienvenue Pierrick. Merci, bonjour Vincent. Bonjour. Alors, hier à Cannes, il y a eu beaucoup d'annonces de votre côté. Alors j'aimerais bien qu'on fasse peut-être un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé et que tu m'en dises un peu plus. Alors effectivement, beaucoup d'annonces dans plein de domaines. On va commencer par le domaine de l'IA, dans un premier temps, avec des outils d'IA qui sont mis à disposition, entre autres, des agences intégrées pour pouvoir évaluer toute la partie créative, savoir si ça se passe bien, si on peut scaler avec ça, etc. Dans ces annonces aussi autour de l'IA, on déploie plus de traduction automatique dans différentes langues pour du texte et pour de la voix. Donc, on rentre dans cette logique d'utiliser l'IA pour pouvoir performer mieux, avoir encore plus de capacités et pour aider les équipes à être meilleures. Donc ça, c'est sur cette première partie. On a une deuxième partie toujours liée à l'IA, et j'étais d'ailleurs à un petit déjeuner ce matin, sur nos AI Business Agents. AI Business Agent, aujourd'hui, on a 1 million d'entreprises dans le monde qui utilisent nos business agents pour pouvoir répondre à des clients sur ce qu'ils font, comment ils le font, etc., prendre des commandes. Et on a plus d'1 milliard de conversations aujourd'hui par semaine entre des business et des particuliers. Donc on est vraiment, on parle de l'agentic AI, de l'IA, là on est vraiment, on touche sur du concret. Alors, il y a beaucoup d'annonces, attention, on va prendre un peu de temps. Alors, derrière, on est là pour ça. Alors shopping aussi, on lance des choses qui sont très intéressantes en shopping. Oui. Je vais commencer par le tagging, le marquage en fait, qui est possible sur des produits pour que les créateurs puissent s'affilier et donc se rémunérer avec ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait qui est lancé dans 22 pays. Ça va aider l'écosystème des créateurs. Donc ça, c'est sur cette partie shopping. On va lancer aussi des publicités en direct pour faire du shopping aussi, dans lequel les gens, en regardant le live, pourront sélectionner les produits, regarder et les avoir derrière. Donc on est vraiment, en termes de shopping aussi, on passe à la vitesse supérieure, intégré d'abord dans Facebook et puis ensuite dans Instagram. C'est important parce que c'est une demande de beaucoup de nos clients de se dire mais quand est-ce que je peux commencer à être intégré un peu plus sur ça. Ensuite en termes de créateurs et des plateformes de créateurs, on a cette Creator Marketplace que l'on a qui se développe et qui va venir aussi se mettre dans un hub avec ce qu'on appelle les partnership ads. Donc c'est la possibilité pour les advertisers d'aller sélectionner des créateurs et de lier ça à la publicité pour pouvoir amplifier les messages organiques qui sont faits sur ça. Et donc là aussi, l'objectif c'est d'avoir quelque chose qui est pour les utilisateurs, enfin pour les clients et pour les créateurs, beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide, encore une fois, pour tout cet écosystème-là. C'est une petite parenthèse, mais c'est une volonté de se rapprocher de TikTok à un moment, justement, sur cette partie créateur économie. Nous, en fait, c'est surtout de se rapprocher de nos créateurs à nous, d'écouter ce qu'ils font, nos créateurs et nos clients, pour qu'ils puissent faire des choses ensemble. Ce que font les autres, c'est très intéressant, mais nous, on a regardé d'abord ce qui est important chez nous et comment ça fonctionne avec nos clients, et on pense que ça va bien marcher. D'accord. Arrivé il y a 10 mois, donc c'est bientôt l'heure du bilan, on n'y est pas encore, mais on peut déjà faire un bilan tous les 3 mois. Un petit, avec la vitesse de l'IA, on peut faire un bilan tous les 3 mois. On peut en faire, et justement l'IA, c'est ton fil rouge. Aujourd'hui, concrètement, chez Meta, l'IA, elle a quelle place, peut-être justement en interne aussi, sur vos outils? Comment vous travaillez avec l'intelligence artificielle? Alors, déjà, on ne peut pas parler d'IA chez Meta sans parler de Meta AI et le dernier modèle MuseSpark qu'on a lancé, qui fonctionne très bien et qui d'ailleurs, quand on a alors je ne les ai pas là, elles sont là-bas, mais les Ray-Ban Meta ou les Oakley que j'utilise beaucoup pour courir, connectés à Meta AI avec le modèle MuseSpark, c'est vraiment canon. Enfin, moi, je suis un grand fan, que ce soit pour l'interaction avec WhatsApp, que ce soit pour prendre des photos, etc. Donc ça, c'était quand même une grosse actualité chez nous en termes de modèle frontière, le lancement de MuseSpark pour ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça veut dire qu'on est dans cette course à l'IA, on est bien placé et on continue à déployer des choses. Et puis, je voudrais juste redire aussi un point particulier sur la France avec FAIR, qui est notre laboratoire d'intelligence artificielle, où on continue aussi à déployer des choses ici qui sont vraiment bien. Donc tout ça, ça reste central chez Meta, et en particulier en France avec Paris, où on a une grosse présence. Donc ça, c'est pour, j'allais dire, une partie de l'externe. Alors j'ai parlé des AI agents et business AI agents, donc ça aussi c'est une réalité, intégrée avec WhatsApp et les conversations. Donc
J'ai eu il n'y a pas longtemps une question de l'Agentic AI, c'est quand? En fait, c'est maintenant. Voilà. Donc ça, s'il y a 10 mois quand je suis arrivé, on n'y était pas encore, c'est là, aujourd'hui, c'est complètement intégré. On a des cases au Brésil, en Inde, où c'est vraiment intégré dans WhatsApp, dans les conversations avec des business agents. Donc toute cette partie-là, elle est en mouvement et on est très content de ça parce que c'est ce qui fait qu'on a un business qui fonctionne bien. Dans l'IA aussi derrière, et c'est ce qui fait qu'on est je pense, la meilleure plateforme en termes de retour sur investissement. Notre modèle publicitaire derrière lequel tournent des modèles d'IA pour l'optimisation, on a refait une mesure là, pour $1 investi, on a un peu plus de $4 de retour, ce qui est en augmentation de 24% par rapport aux mesures de 2022. Donc l'IA appliquée à notre modèle publicitaire fonctionne en termes de ROI. Et je vais aller assez vite sur la fin. En interne, on est full IA partout, on utilise l'IA comme des dingues. On a la chance d'avoir énormément de modèles à disposition et on fait tourner ce qu'on appelle, nous, on a MetaMate chez nous, qui est mon compagnon de tous les jours, qui fonctionne très bien et qui nous aide à faire des choses beaucoup mieux pour nos clients et beaucoup plus rapides. Donc voilà, on est très content sur ça. Je suis allé vite, je ne vais pas aller en tous les détails, mais voilà, c'est le principal. Justement, peut-être un mot sur les solutions, parce qu'il y a un éventail j'ai envie de dire considérable de ce que vous proposez. Alors il y a eu le métaverse à un moment qui s'est arrêté, enfin on peut peut-être dire un mot là-dessus, je ne sais pas si c'est arrêté ou si finalement il est en décroissance côté priorité chez vous. Il y a Threads, là il y a WhatsApp sur lequel vous accélérez beaucoup, Instagram, Facebook, etc. Sur cette palette, comment vous dirigez justement côté pub les annonceurs aujourd'hui comment vous accompagnez, qu'est-ce que vous proposez Alors, en fait, on a 3,5 milliards d'utilisateurs sur nos plateformes dans le monde. Et toutes ces plateformes, en fait, sont à disposition de nos annonceurs. Je dis pas, il n'y a pas une limite en tant que telle. C'est-à-dire que quand on fait du click to WhatsApp, on ne dit pas on a Instagram et WhatsApp à côté. Le click to WhatsApp, c'est orienté vers le client. C'est donc quelle est l'expérience client avec la conversation qui va jusqu'au bout, qui est le mieux possible. Et ça, c'est quelque chose qui parle complètement à nos annonceurs. Donc on n'arrive pas en disant bonjour, je vous vends du Instagram, bonjour, je vous vends du Facebook. On dit de quoi avez-vous besoin dans votre relation client du début à la fin, dans tout cet entonnoir de conversion que vous voulez avoir. Et c'est là que chacun des produits prend sa place légitimement, avec dernièrement justement Meta Business Agent, qui est vraiment cette couche qui vient à la fin pour continuer ça. Donc on est en click to WhatsApp, je vous rappelle, avec 3,5 milliards d'utilisateurs, on est un fantastique moteur de découverte. Combien de personnes me disent qu'ils ont découvert des produits sur Instagram, qu'ils ont pu interagir sur Facebook. Et on continue avec WhatsApp cette conversation. Donc on a ces éléments-là qui sont, j'allais dire, en langage naturel pour les clients. Donc il n'y a pas de conflit entre les canaux sur ça. L'autre chose derrière, on a Threads, effectivement, qui vient de passer 500 millions d'utilisateurs. Donc ça, c'était un gros pari, un pari intéressant et qui fonctionne et qui vient s'intégrer dans cette galaxie aussi, qui continue sur cette relation client. Donc pour nous, c'est un moment très intéressant. Et d'ailleurs, on a vu qu'avec nos clients, toute cette intégration et toutes ces nouveautés, ça a relancé les discussions. J'étais avec certains clients du travel, avec certains clients de la mode, qui sont vraiment preneurs, qui demandent mais comment est-ce qu'on peut faire des choses en plus sur ça. Et c'est intégré dans la chaîne. C'est vraiment votre figure de proue, WhatsApp. Vous misez beaucoup dessus. Qu'est-ce que vous en attendez ? Oui, alors WhatsApp, on mise beaucoup dessus. On mise beaucoup sur tout, sur l'IA, sur Instagram, etc. Mais c'est vrai que WhatsApp, on sent une accélération aujourd'hui. En fait, il y a deux éléments sur cette accélération. Il y a d'une part la fantastique puissance de WhatsApp, avec plus de 3 milliards d'utilisateurs, et des pays très matures, que ce soit Brésil, Inde, mais aussi la France est en très bonne position sur ça. Et on le voit, combien de personnes utilisent WhatsApp. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose aussi avec WhatsApp, c'est qu'on le voit bien aujourd'hui, dans les conversations, dans la conversation avec le business, ça fonctionne très bien. Et en particulier, il y a une étude du BCG qui montrait que 80% des gens comme vous et moi se disent « mais moi, je veux bien interagir avec une société pour parler avec WhatsApp parce que ça va me faciliter la vie », alors que 50% des entreprises disent que oui, ça marche. Donc il y a un gap qui est ultra intéressant ici, et c'est pour ça qu'il y a cette accélération aussi, parce que les entreprises le comprennent et veulent rattraper ce gap. Et le métaverse, aujourd'hui, on arrête ? Alors le métaverse, en fait, nous, je ne veux pas parler de métaverse, je parle plutôt de la réalité augmentée et de tout ce qui va avec. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on prend nos wearables, et je vais commencer avec les Ray-Ban Meta et Oakley, on est déjà dans ce changement d'interface homme-machine, dans une intégration dans la vie de tous les jours, où finalement on a un peu une partie du virtuel avec nous. C'est-à-dire que la traduction simultanée sur les Ray-Ban Meta, quand on discute, c'est quoi ? C'est du monde réel, c'est un monde un petit peu virtuel, mais c'est une réalité augmentée qui se met avec nous.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Ray-Ban Meta Display, que j'espère que vous avez testé, qui sont vraiment canon, on a effectivement ce petit écran, on commence à rentrer dans ces choses-là. Donc tous nos investissements aujourd'hui, ils sont dans cette direction des wearables pour rendre les technologies plus inclusives dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et juste sur ça, et sur les Ray-Ban Meta, donc on travaille avec Station F et SNCF Connect and Tech. On a une start-up Orion qui était présentée à Station F la semaine dernière. Qui était présenté à Vivatech la semaine dernière. Et c'est pour les personnes malvoyantes, pour qu'elles puissent s'orienter dans les gares, qu'elles comprennent ça. On apporte une couche, entre guillemets, virtuelle sur un monde réel pour pouvoir faciliter l'accès aux gens. Donc voilà, donc c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. On a justement certains papes de la tech du côté de Palo Alto qui voient la disparition à un moment du smartphone, du téléphone, au profit d'autres objets. Finalement, ces lunettes-là pourraient prendre cette place. Alors oui, potentiellement. C'est-à-dire que quand on regarde, ce qui est intéressant avec ces lunettes, c'est cette couche d'IA qui permet d'avoir une interaction avec des agents. En fait, on est déjà dans l'Agentic AI qui permettent d'envoyer un message sur WhatsApp, de lire des messages, de comprendre ce qui est en face de soi, etc. Moi, je ne suis pas aussi calé en futur que tous ces gens de la Silicon Valley. Mais c'est vrai qu'on voit une évolution de l'interface homme-machine qui est différente. Et ce qui est intéressant toujours de voir, c'est de se dire, quand on lit les livres de science-fiction d'avant, personne disait dans le futur, en 2025, on sera tous face à nos petits écrans comme ça. C'était plutôt des choses très intégrées, etc. Et je pense que la technologie va nous aider à aller de plus en plus vers ce qui pouvait paraître de la science-fiction, mais qui, aujourd'hui, encore une fois, quand j'essaye les lunettes, ça facilite la vie. Et je trouve que c'est une interface très, très intéressante. Alors aujourd'hui, à Cannes, la presse B2B est très présente, en tout cas la presse française et anglo-saxonne. On a vu de nombreux titres. Justement, comment vous vous situez, vous, aujourd'hui en France par rapport à tous ces éditeurs? Parce qu'il y a eu un rendu de justice côté européen au niveau des droits voisins. Justement, avoir votre point de vue, de quel œil vous voyez justement la relation des éditeurs aujourd'hui avec MetaFrance? Ça, on ne commande pas justement. Il y a des négociations en cours. Donc ça, aujourd'hui, on ne fait pas de commentaires tant qu'on n'est pas arrivé à une conclusion. Eh ben, on fera peut-être le point plus tard, en tout cas, même sur toutes ces avancées technologiques et publicitaires, avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Pierrick, d'être venu. Merci, Vincent. Merci. Bonne journée. Pour les Cannes Lions de Medjader a décidé de poser ses bagages au bord de la piscine du M-Gallery pour recevoir tout au long de la semaine tous les invités du marché, l'ensemble des invités du marché. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Estelle Zeytoun de Warner Bros. Discovery. Bonjour Estelle, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, on va parler tout de suite peut-être de Max, faire peut-être un petit bilan. La plateforme a été lancée en France en 2024, il y a 2 ans. Alors aujourd'hui, quel bilan vous faites de part publicitaire, de visibilité sur le marché Écoute, c'est un beau bilan. La promesse de Max, c'était de réunir le meilleur de Warner Bros. Discovery au sein de cette plateforme. Et on peut dire que cette année a été un bon exemple puisque elle a été portée par de nombreux contenus très variés, très diversifiés, à la fois avec des fortes franchises internationales et locales. Côté international, on a eu les séries à succès comme The Pitt, Heated Rivalry, la 3e saison d'Euphoria qui nous permettent d'engager des nouveaux publics. Également là est sortie hier la 3e saison de House of the Dragon qui avait eu d'excellents résultats lors du lancement en France en juin 2024. Et côté local, on poursuit nos investissements dans les créations locales, que ce soit pour la série Privilège qui est sortie en mars, portée par Melville Poupeau. Arrive ensuite en octobre la série Paolo. On produit également des documentaires. Le prochain est sur Florent Manodou, I Hate Swimming, lors de sa préparation aux Jeux Olympiques. Donc, ce qui permet vraiment d'ancrer HBO Max comme un acteur incontournable sur les productions françaises. Le cinéma, pilier fort de la plateforme, et le sport, qui est vraiment un facteur différenciant, puisqu'il nous permet d'avoir accès à des événements mondiaux majeurs comme les Jeux Olympiques ou les grands tournois du Grand Chelem, ATP et cyclisme. Donc on est vraiment plutôt content de ce bilan en France avec encore plein de nouveautés qui vont arriver. Alors le sport, on va y revenir. Juste côté publicitaire, vous avez choisi Canal+ Brand Solutions comme régie. Pourquoi ce choix ? Pourquoi, en tout cas, ce choix de ne pas internaliser ?
Alors, ce choix, il était stratégique. D'abord, HBO Max a été une des rares plateformes à lancer la publicité dès son lancement. Preuve qu'on a confiance en ce modèle. Pour nous, c'était important de s'associer à une régie pour pouvoir générer rapidement des revenus et surtout s'aligner aux standards du marché, que ce soit d'un point de vue technique ou commercial, et répondre aux attentes en fait des annonceurs et aux exigences du marché. Donc, en capitalisant sur l'expertise de Canal Brand Solutions, très vite on a pu structurer notre offre, proposer un contenu premium et un catalogue prestigieux à nos annonceurs, rendre nos inventaires disponibles sur les principaux DSP du marché et générer des revenus. Et on est très content, on a de très bons résultats. Ouais. Depuis 2 ans, on a une croissance à 2 chiffres, une base d'annonceurs qui ne cesse de progresser. Donc non, c'est une belle association. Ouais. Lorsqu'on parle des offres publicitaires, il y a beaucoup de plateformes qui ont lancé justement, mais après coup, leurs offres. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport justement à cet écosystème aujourd'hui d'offres pub intégrées dans le streaming? Écoute, ce que je t'ai dit au début, c'est-à-dire le contenu, le côté premium, la marque a l'assurance de s'associer à un contenu premium. On a toujours valorisé les nouvelles solutions publicitaires assez innovantes, que ce soit grâce à Canal Brand Solutions qui a toujours de très bonnes idées pour créer des offres, et également en capitalisant sur les offres internationales. Et la dernière en date est Moment, qui permet à une marque de s'intégrer pleinement au contenu via des scènes, des moments particuliers ou des émotions. Alors, vos actionnaires ont choisi au mois d'avril d'aller avec Skydance plutôt que Netflix. Qu'est-ce qui va changer pour vous, pour nous, téléspectateurs, enfin streamers plutôt, pour les annonceurs? Quels vont être les changements justement de ce rapprochement? L'opération est en cours d'examen auprès des autorités de la concurrence. Nous, dans ce contexte, on privilégie la continuité. On a une stratégie inchangée et l'objectif, c'est vraiment de garder notre ligne de conduite, à savoir assurer une continuité pour nos partenaires, pour nos abonnés, pour nos annonceurs, continuer d'investir dans l'innovation publicitaire et les nouvelles franchises. Alors, on va revenir sur le sport, justement. Vous avez Eurosport dans votre portefeuille. Aujourd'hui, on sait que le sport est aussi un très gros carrefour linéaire. Alors, sur le streaming, j'aimerais savoir justement comment ça se passe. Est-ce que les annonceurs vous ont suivi dans cette aventure? Alors, le streaming a complètement transformé l'accès au sport. Sur les Jeux Olympiques de Paris, on a eu accès à l'ensemble des disciplines. Ça nous a permis vraiment d'ouvrir une couverture exhaustive de toutes les disciplines des Jeux Olympiques. Mais pas que, sur également tous nos autres événements sportifs. Et grâce à cette transformation, ça nous a permis de générer un engagement très fort. Tous les indicateurs ont explosé, que ce soit en termes de visiteurs uniques, d'heures de visionnage. Nos revenus publicitaires ont progressé de plus de 160% comparé aux précédents Jeux Olympiques. Ça nous a permis d'aller chercher de nouvelles marques. Mais moi, je dirais pas que le streaming remplace, je dirais qu'ils sont complémentaires. Parce que le linéaire va toujours permettre d'aller fédérer une audience massive sur le live, alors que le streaming va nous permettre d'aller davantage toucher de la data, de l'expertise et toucher un public un peu plus différent, un peu plus expert. Donc on a de la chance chez Warner Bros. Puisqu'on a la possibilité de combiner ces deux mondes et d'offrir des offres publicitaires qui vont attirer justement des marques. Alors justement, en parlant de construction, on parle des JO, il y a eu les Jeux Olympiques d'hiver qui ont été aussi un succès sur la chaîne. Vous avez fait un partenariat avec TikTok aussi à l'époque. Justement, je voulais savoir comment ça s'est construit, c'est quoi la genèse de ce partenariat? Qu'est-ce que vous avez cherché là-dedans? En fait, l'idée était très simple, nous, c'est d'aller chercher les audiences là où elles sont, pour démultiplier les points de contact. Et TikTok est la plateforme clé pour aller chercher des audiences jeunes et nous a permis en fait de faire une passerelle intéressante entre les discussions sur les réseaux sociaux et de ramener sur nos contenus sportifs et de nous apporter une visibilité en fait sur les contenus sportifs. Et en fait, c'est vraiment le reflet de la stratégie d'HBO Max, à savoir une distribution ouverte, multiplateforme, pour créer des passerelles. Alors, dernière question, on va revenir peut-être un peu sur les contenus. Il me semble qu'il y a Harry Potter qui sort souvent en série, c'est à la fin de l'année, peut-être, tu me corrigeras. Vous en attendez quoi? Ça fonctionne vraiment, justement? C'est un vrai levier de monétisation, d'aller chercher des abonnements aujourd'hui?
Alors, je ne prends pas de risque à dire que Harry Potter sera certainement l'événement culturel majeur de l'année, mais de la décennie. C'est une franchise qui rassemble, qui a une base de fans de 700 millions au travers le monde, qui fédère toutes les générations et qui est capable encore d'aller chercher un nouveau public. Pour te donner un exemple, lorsqu'on a sorti la bande-annonce, on a eu 308 millions de vues en 3 jours. Donc on est plutôt confiant en fait sur le succès de la série. C'est un levier de fidélisation et d'acquisition puissant, Harry Potter. C'est une franchise extrêmement puissante. Et la narration en fait de la série va nous permettre d'avoir une continuité dans le temps, de pérenniser. Donc on est plutôt confiant en termes d'abonnement et même d'un point de vue publicitaire. Je peux te dire, on a sorti l'offre commerciale avec notre régie la semaine dernière et on est sursollicité par l'ensemble des marques qui veulent vraiment s'associer à cette marque unique. Donc on attend avec impatience l'arrivée du Petit Sorcier en décembre. Ouais. Bon, finalement, vous avez peut-être aussi, vous aussi, une baguette magique pour réussir à transformer tout ça en revenus publicitaires. On en discutera peut-être à ce moment-là l'année prochaine. On fera un point là-dessus. Ben, merci beaucoup, Estelle, d'être venue. Avec plaisir. Bonne Merci journée. à toi. Alors pour les Cannes Lions, The Media Leader a choisi de poser ses valises au bord de la piscine du M Gallery pour recevoir tout au long de la semaine l'ensemble des invités du marché. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Johanna Herran de LinkedIn Marketing Solutions. Bonjour Johanna, bienvenue. Bonjour Vincent. Alors LinkedIn est partenaire du B2B Summit des Cannes Lions. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de la place du B2B justement ? Qu'est-ce que ça raconte de cette place que prend le B2B dans la pub, dans la créativité publicitaire sur le marché ? Eh bien, absolument. Donc, on est ravis d'être là. Évidemment, le Cannes Lions, c'est la rencontre de la créativité, de la publicité mondiale, avec plus de 16 000 participants chaque année. Et donc, pour la 2e année consécutive, LinkedIn est le partenaire de la partie B2B. Et nous tenons en ce moment même au Carlton de B2B Summit, qui est une rencontre justement des professionnels du B2B. On va avoir des conférences, des panels, des échanges sur les thèmes de la créativité, du branding dans le B2B, avec des CMO, avec des experts justement de LinkedIn et d'autres partenaires. Et ça fait donc 4 ans que ce prix B2B a été créé ici au Cannes Lions. Et donc moi, ce que je peux vous dire de la créativité B2B, c'est qu'on voit, parce que chez LinkedIn, on voit ce business publicitaire qui est porté par cette créativité, cette croissance. Sur LinkedIn, 1,3 milliard de membres, plus de 71 millions de pages entreprises, justement, vont prendre la parole sur la partie B2B. Et notre business publicitaire donc, est en croissance à 2 chiffres sur les 6 derniers trimestres. Une croissance qui est vraiment portée par le format vidéo, qui est lui en croissance de plus de 30%. D'accord. Et en parlant de format, il y a eu une annonce hier sur les posts collaboratifs. Alors peut-être un mot pour nous dire en quoi ça consiste. Quelle est cette nouveauté ? Oui, absolument. C'était quelque chose qui nous était vraiment demandé, réclamé par nos membres. Donc aujourd'hui, ça consiste à pouvoir inviter des experts, des collaborateurs à coécrire un post avec soi. Donc ça, c'est proposé aux membres pour l'instant. Et donc on pourra par la suite faire des annonces pour la page entreprise. D'accord. Il y a une étude aussi qui a été publiée. Alors un des enseignements, c'est qu'il y aura plus d'investissement, il me semble, dans le marketing. En tout cas, dans le marketing B2B, c'est une rupture aujourd'hui ou c'est quelque chose qui va être durable ? De quel œil vous le voyez ? Alors on voit ça comme une tendance structurelle. Effectivement, dans notre étude de 2026 sur le Global B2B Marketing Outlook, nous avons interrogé plus de 1300 professionnels du marketing B2B aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Inde. Et il y a un chiffre clé qui ressort, c'est que 73% des professionnels B2B marketing veulent investir davantage dans le marketing de création de contenu, dans le marketing communautaire. Et ils sont 3/4 d'entre eux à penser qu'une campagne aujourd'hui B2B n'est pas vraiment complète s'il n'y a pas un volet influence. Donc effectivement, on voit ce thème de la collaboration avec les créateurs de contenu, que ce soit des influenceurs, des experts, des employés, des leaders, qui devient un thème central du marketing B2B aujourd'hui. Et puis il y a l'IA, l'intelligence artificielle, on en parle depuis des années. Aujourd'hui, c'est vraiment très concret. Alors concrètement, la place de l'IA aujourd'hui dans toute cette production, dans le B2B, sur LinkedIn, de quel œil également vous le voyez, cette arrivée massive de l'usage de l'IA sur votre plateforme ?
Alors, plusieurs choses. Évidemment, aujourd'hui, l'IA est au cœur du marketing, évidemment du marketing B2B, et 88% des professionnels vont l'utiliser pour optimiser le ROI des campagnes. Donc, c'est essentiel pour la maîtrise justement de la performance. Et on sait que plus de la moitié des marketeurs veulent aussi l'utiliser pour plus de personnalisation des messages. Ceci étant, nous, ce qu'on voit, c'est que l'IA exécute, mais c'est quand même l'humain qui connecte. Un autre chiffre marquant, c'est que presque 100%, enfin c'est 94% pour te dire, des marketeurs B2B aujourd'hui vont à un moment donné utiliser les LLM dans le parcours de recherche pour trouver des marques, des produits B2B. Et donc ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il faut travailler 3 choses. La créativité, la crédibilité, et ça justement avec les créateurs de contenu et les experts, et enfin la lisibilité par les IA. C'est aujourd'hui essentiel pour toutes les marques d'apparaître dans les réponses des LLM pour être choisies. Bah c'est ça, hein. On voit que LinkedIn en tout cas remonte drastiquement dans les recherches, en tout cas tout ce qui tourne autour du professionnel. Pour LinkedIn Marketing Solutions, j'imagine que c'est aussi un levier auprès des annonceurs d'arriver à être dans cette offre un peu JIO quand même. Alors évidemment, c'est un sujet important. Et LinkedIn aujourd'hui, c'est la première source la plus citée par les LLM pour tout ce qui est requête B2B et professionnelle. Ce qui est assez normal parce qu'on sait aujourd'hui que les LLM, elles ne vont pas scroller, mais elles vont filtrer les informations pertinentes. Et donc comme LinkedIn concentre tous ces signaux d'expertise, de crédibilité, d'authenticité, mais aussi un environnement de confiance, il est naturel que LinkedIn ressorte plus. Donc comment ça a changé la relation ou la discussion avec nos clients? En fait, on va les accompagner et les guider pour que lorsqu'ils prennent la parole, ils le fassent justement sur des formats qui sont les plus pertinents, en tout cas les plus cités par les LLM. Et il y en a 3 aujourd'hui. Le premier, ce sont les articles et les newsletters. Donc c'est vraiment des formats un peu longs, j'ai envie de dire, qui permettent d'incarner avec des exemples concrets, des cas d'usage, la marque et la proposition de valeur. Le deuxième, ce sont les pages entreprises qu'il faut aujourd'hui structurer en mode FAQ, donc vraiment pour pouvoir répondre très clairement à des questions qui seraient posées dans les LLM. Et le troisième, évidemment, ce sont les posts. Les posts des experts, des leaders, des membres, des collaborateurs, d'influenceurs. Et ça, c'est un élément important parce que les posts sont un endroit où on va démontrer de la valeur ajoutée, de l'expertise. Et je pense que la grande rupture qu'on est en train de vivre, c'est qu'on n'est plus du tout dans une logique de volume, mais de pertinence. Plus ces posts, ces articles, ces newsletters vont avoir des commentaires, des engagements de la part de personnes qualifiées, et bien plus ils ont une chance de ressortir. Mais ce qui va compter, c'est justement par exemple sur un post sur le B2B marketing, un CMO du B2B qui va commenter, ça a énormément de valeur. C'est pas la logique du volume. Par exemple, un médecin, effectivement, qui interagit, c'est très bien, mais ça va pas apporter la même crédibilité. Justement, en parlant de crédibilité, aujourd'hui, on voit que c'est vraiment l'essentiel, hein, la crédibilité, même auprès des LLM. Hein, c'est aussi ce qui fait foi dans les résultats de recherche. Sur l'aspect publicitaire, comment justement on accompagne aujourd'hui les annonceurs sur ce côté crédibilité et pas par exemple côté volume, parce qu'on parle toujours du ROI, etc. Combien ça va me rapporter de faire ça, mais finalement on oublie aujourd'hui la crédibilité. Comment ça se passe ? Alors, il y a 2 choses. Donc, il y a déjà quelques années, nous avons lancé ce format qui s'appelle le Thought Leader Ad, qui permet de sponsoriser la prise de parole d'une personne. Que ce soit un leader, un expert, un influenceur, donc qu'il appartient à l'entreprise ou pas. Et ça, c'est un format qui engage 2 fois plus en moyenne. Donc, on voit déjà qu'il y a beaucoup plus de confiance qui est accordée au contenu incarné par des humains qu'à des messages plus institutionnels. La deuxième chose, c'est une des grandes annonces du Cannes Lions pour LinkedIn, c'est que nous lançons la Creator Marketplace. Donc nous allons permettre aux marques, aux entreprises de chercher sur notre plateforme via notre outil Campaign Manager des créateurs de contenu qui vont être pertinents pour leur marque. De l'autre côté, nous allons permettre aux créateurs de mettre en avant leur travail auprès de ces marques B2B. Et donc, on va établir cette connexion qui donnera lieu à des collaborations, justement, pour faire des campagnes justement d'influence où les marques vont pouvoir venir sponsoriser de la prise de parole de créateurs de contenu. Ok, super. Bon, hâte de voir tout ça. On en reparle très vite, peut-être l'année prochaine, ici au bord de notre piscine au M Gallery. En tout cas, merci d'être venu, Johanna. Merci Vincent. Bon Cannes. Merci les médias leaders. Merci vous aussi.